suggérons de nous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort, l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps coupé, et pour des bons, prenons les plus belles élans. Dans la paix, au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entouré, libre et sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème don de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Avec votre autorisation, Excellence, Président national, nous allons devoir commencer notre activité. Pour la sérénité, nous serions prêts à nous vouloir mettre le téléphone sous le vote pour ne pas perturber nos échanges. Voici comment se présente le programme. Il y aura les mots de bienvenue du président national en fait, M. Robert Malma. Et ce mot sera suivi de la communication de son excellence sur cette pièce. Et à la suite de la communication de son excellence, le secrétaire général va également compléter le DG de la RAPEX et la DGA aussi à la suite de la communication, séance d'échange basant. Et Raymond Couture, son excellence le président par pour cela, nous allons inviter le président national pour son mot. Je vais d'abord m'excuser. Bonjour tout le monde. Je vais d'abord m'excuser parce que je suis arrivé à avoir un problème. Je vais faire un effort pour me faire attendre. Et là, je constate aussi que c'était initialement prévu cette rencontre. Initialement, c'était prévu qu'on fasse la rencontre à chaque conseil. On m'a dit que c'était devenu petit. Là, certainement que le travail de la classe, c'est ça. On doit accélérer nos travaux pour avoir une grande salle. C'est tout ça direct. Facilement pour faire nos activités. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Fédération des entreprises du Congo, chers membres, Mesdames
renforcée entre l'État et le secteur privé afin de faire du commerce extérieur un véritable moteur de croissance, de création de richesses, de diversification économique d'emploi. Excellences, Monsieur le Ministre, les missions confiées à votre ministère, telles que définies par les textes portant organisation du gouvernement, rejoignent directement les préoccupations que les entreprises membres de la Fédération expriment quotidiennement. Votre ministère a notamment la responsabilité de promouvoir le commerce extérieur de la République démocratique du Congo, de proposer les orientations générales et sectorielles de la politique nationale en cette matière, de mettre en œuvre des mesures destinées à restaurer la compétitivité internationale de nos produits exportables et d'identifier les obstacles structurels, administratifs, financiers, tarifaires et humains qui limitent encore la performance de nos entreprises sur les marchés internationaux. Ces attributions placent votre institution au cœur de la transformation économique de notre pays, car aujourd'hui, le défi n'est plus seulement de produire davantage, il est également de vendre plus, de mieux exporter, de conquérir de nouveaux marchés et de permettre aux entreprises congolaises de rivaliser dans un environnement commercial devenu de plus en plus compétitif. Excellence, Monsieur le Ministre, notre pays dispose d'atouts exceptionnels. La République démocratique du Congo possède des ressources minières stratégiques, parmi les plus importantes au monde, un potentiel agricole immense, une biodiversité unique, un marché intérieur considérable, ainsi qu'une position géographique privilégiée au cœur du continent africain. Ces atouts se traduisent déjà par des résultats significatifs. En fin novembre 2025, les exportations de la République démocratique du Congo ont atteint 30,4 milliards de dollars américains, décalant un excédent commercial record de près de 16 milliards de dollars, malgré une légère contraction par rapport à l'année précédente. Cette performance confirme le rôle stratégique de notre pays dans le commerce international, même si notre économie demeure encore fortement dépendante des terres minières qui représentent près de 95% des recettes d'exportation. Le cuivre et le cobalt continuent d'être les principaux moteurs de notre commerce extérieur, consacrant la République démocratique du Congo comme un acteur incontournable de la transition énergétique mondiale. Les exportations d'or ont également confirmé leur dynamisme, générant 2,84 milliards de dollars américains de recettes, tandis que les minéraux stratégiques de la filière 3T, étain, tanterne et tampère ont contribué à hauteur de 677,5 millions de dollars américains. Cette performance démontre le potentiel exceptionnel de notre économie, mais elle rappelle également la nécessité d'accélérer la diversification de nos exportations. Pourtant, malgré ces avantages comparatifs et des performances encourageantes, nos exportations demeurent encore largement concentrées sur les produits bruts, tandis que nos exportations continuent de peser fortement sur la balance commerciale. Le secteur privé estime qu'il est temps d'engager une nouvelle étape de notre développement économique. Une étape fondée sur la transformation locale de nos ressources, la diversification de notre appareil productif, la promotion des exportations non traditionnelles, l'amélioration de la qualité des produits congolais, leur certification selon les normes internationales et leur accès facilité aux marchés régionaux et mondiaux. À cet égard, nous saluons les responsabilités confiées à votre ministère en matière de recherche de nouveaux débouchés pour l'industrie nationale, de participation aux phases internationales, d'exploitation de l'information économique, de négociations et de suivi des accords commerciaux, ainsi que de la mise en œuvre de la politique générale
importations, des exportations et de la réexportation. Dans ce contexte, les accords commerciaux conduits par notre pays, les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, les préférences commerciales telles que l'emploi, ainsi que le renforcement de nos échanges avec nos principaux partenaires, notamment la Chine, constituent les leviers majeurs pour élargir le marché des produits congolais et renforcer notre présence sur le marché international. Toutes ces missions constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de notre économie. La Fédération des entreprises du Congo. Toutes ces missions constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité de notre économie. La Fédération des entreprises du Congo souhaite être un partenaire actif dans cette dynamique. Nos entreprises disposent d'une connaissance concrète des réalités du terrain. Elles vivent quotidiennement des contraintes administratives, logistiques, douanières, fiscales, réglementaires et financières qui influencent directement les capacités à exporter. À cet égard, permettez-moi de porter à votre attention quelques préoccupations prioritaires exprimées par les entreprises membres de la Fédération des entreprises. Il s'agit de 1. La rationalisation des intervenants et des prélèvements applicables aux opérations d'importation et d'exportation. 2. L'harmonisation du régime applicable aux importations transfrontalières afin de garantir une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. 3. La dématérialisation effective des procédures de délivrance et de renouvellement du numéro import-export. 4. La réduction du délai de traitement des dérogations ministérielles et la simplification des procédures administratives liées aux opérations d'importation. 5. Le renforcement de l'accompagnement des entreprises, notamment des PME, pour leur permettre de tirer profit des opportunités offertes par la ZERCAF, l'emploi et les autres accords commerciaux. 6. La mise en place d'un cadre permanent de concertation entre le ministère du Commerce extérieur et la Fédération des entreprises du Congo afin d'assurer un suivi régulier des réformes en faveur de la compétitivité du commerce extérieur. C'est pourquoi nous sommes convaincus que les politiques publiques gagneront à l'efficacité lorsqu'elles seront élaborées dans un cadre de concertation permanente avec le secteur privé. Excellences, Monsieur le Ministre, le contexte international ouvre aujourd'hui une nouvelle perspective. La mise en œuvre progressive de la zone de libre-échange continental africain représente une opportunité historique des entreprises congolaises. Notre pays doit pleinement tirer profit de ce vaste marché continental de plus en plus de plus d'1 milliard de consommateurs. Mais cette ambition suppose des entreprises compétitives, des procédures commerciales simplifiées, des infrastructures permanentes, des mécanismes efficaces de contrôle de la qualité, une diplomatie économique dynamique et une administration commerciale moderne. Elle suppose également que soient progressivement levées de nombreuses barrières qui affichent encore des échanges commerciaux. La Fédération des entreprises du Congo demeure convaincue que votre ministère jouera un rôle déterminant dans cette transformation. Nous sommes prêts à mettre notre expertise, notre réseau d'entreprises et notre capacité de mobilisation au service de cette ambition nationale. Notre souhait est que les échanges de ces jours permettent d'identifier ensemble des actions prioritaires susceptibles d'améliorer durablement le climat du commerce extérieur en République démocratique du Congo. Nous sommes persuadés que cette démarche contribuera non seulement à accroître les exportations, mais également à attirer davantage
d'investissement, à soutenir la production nationale, à créer des emplois et à renforcer la force de notre pays dans les échanges commerciaux. Excellences, Messieurs les ministres du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration de la FED, chers membres, Mesdames et Messieurs, la Fédération des entreprises du Congo demeure La Fédération des entreprises du Congo demeure fidèle à sa vocation, être une force de proposition, un partenaire responsable du pouvoir public et un acteur engagé dans le développement économique de notre pays. Nous réaffirmons notre entière disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui permettront d'améliorer la compétitivité des entreprises congolaises, de promouvoir les exportations, de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer l'attractivité de la République démocratique du Congo. Permettez-moi, pour clore, de vous renouveler nos sincères remerciements pour votre présence parmi nous. Soyez rassurés que la Fédération des entreprises du Congo restera un partenaire loyal, exigeant et constructif dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement de la République pour le commerce extérieur de notre pays. Je forme le vœu que cette rencontre marque le début d'une collaboration encore beaucoup plus étroite entre votre ministère et la Fédération des entreprises du Congo au bénéfice de notre économie nationale, de nos entreprises et de l'ensemble du peuple congolais. Excellences, Messieurs les ministres, soyez une fois de plus les bienvenus au siège de la Fédération des entreprises du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots de bienvenue si aimables et encourageants. Excellences, Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques, Messieurs les présidents de la FED, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Cette rencontre traduit la volonté du gouvernement congolais au travers du ministère du Commerce extérieur de renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les secteurs privés afin de mieux faire connaître les réformes engagées, les opportunités qu'offre le commerce international et les mécanismes mis en place pour améliorer la compétitivité des entreprises congolaises. Au cours de cette matinée, nos séminaires panélistes présenteront des avancées majeures relatives à l'ouverture de nouveaux marchés, à la sauvegarde de l'industrie locale, à la dématérialisation des procédures du commerce extérieur, au repositionnement de la République démocratique du Congo au sein des instances commerciales internationales, aux opportunités offertes par la GOA, ainsi qu'au renforcement du système national de contrôle des qualités. Je vous invite donc, chers participants, à suivre avec attention les communications, à participer activement aux échanges, à poser vos préoccupations et à formuler des propositions constructives afin que ces cadres de concertation contribuent à faire du secteur privé un acteur majeur de la diversification des exportations et de la croissance économique dans notre pays. Ceci dit, et sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter son Excellence le Docteur Julien Paluku Kaolia, ministre du Commerce extérieur, avec l'expression de ma considération distinguée à ouvrir cette série d'expositions sur les termes et les opportunités des marchés internationaux ouvertes par le ministère du Commerce extérieur au profit du secteur privé congolais, la sauvegarde de l'industrie locale et des réformes phares en cours dans le secteur du commerce extérieur. Je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Monsieur le Président de la Fédération d'entreprises du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les membres de la FED, je suis accompagné par les experts du ministère, le secrétaire général en tête, avec certains directeurs généraux pour
répondre à l'une des préoccupations qui vient d'être soulevée tout à l'heure par le président de la FEC, à savoir mettre en place un cadre de concertation qui soit permanent pour renforcer le dialogue entre notre ministère et la Fédération des entreprises du Congo. C'est en fait ça l'objet de cette rencontre. Parce que depuis que je suis à la tête de ce ministère, j'ai fait beaucoup d'exercices ailleurs, mais je n'ai jamais fait cet exercice d'échange direct avec la Fédération des entreprises du Congo pour que nous puissions connaître vos préoccupations, nous puissions les porter au gouvernement, parce que normalement je suis votre porte-parole au gouvernement. C'est moi qui devais porter vos problèmes en concertation avec celui de l'économie. Et je ne dois pas me présenter comme un contradicteur de la FEC ou comme quelqu'un qui vient créer des problèmes à la FEC, mais plutôt quelqu'un qui vient porter les problèmes des entreprises pour que le gouvernement entende la voix des entreprises et engage des réformes pour que finalement notre économie soit de plus en plus compétitive. Et donc, ma petite introduction aujourd'hui va porter sur peut-être 3 points. Le premier point, il a été ce qui se passe le président de la FEC qui a défini déjà les attributions du ministère. Là, je ne vais plus y revenir parce qu'il a fait avec beaucoup de satisfaction. Le deuxième point, c'est de vous parler quand même de quelques opportunités que le ministère du Commerce extérieur a créées en faveur des opérateurs économiques de la RDC que vous êtes. Parce que, en fait, le gouvernement lui trace la voie, le gouvernement définit les cadres, le gouvernement normalise les procédures, mais c'est vous qui devez investir, qui devez produire, qui devez transformer et qui devez conquérir les marchés. Et donc c'est pour ça que cet exercice est très important pour vous permettre de savoir qu'est-ce que le gouvernement à ce stade a fait depuis que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, est à la tête de ce pays et depuis que nous sommes avec Madame la Première ministre comme notre chef du gouvernement. Je vous parle des opportunités que nous avons négociées à travers les espaces géographiques internationaux. La première opportunité, c'est que la RDC a été réadmise de nouveau dans l'AGOA. L'AGOA, c'est une loi américaine qui permet que les produits de l'Afrique subsaharienne entrent sur les marchés américains sans paiement de frais de douane. Un expert va devoir vous donner les éléments beaucoup plus significatifs. Deuxième opportunité, nous avons signé avec la Chine un accord cadre. C'était le 6 septembre 2024 où la Chine, avec nous avons convenu avec notre homologue du commerce extérieur que désormais les produits congolais peuvent entrer sur les marchés chinois sans paiement de frais de douane. Troisième opportunité, c'est avec le Royaume-Uni. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne avec le Brexit, il cherche de nouveaux partenariats aujourd'hui. Et nous l'avons approché. Nous avons désormais signé avec le Royaume-Uni aussi une préférence commerciale pour que nos produits congolais, 99% des produits congolais peuvent entrer maintenant sur les marchés britanniques sans paiement de frais de douane. Alors, à côté du Royaume-Uni, nous venons de signer un accord avec les Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, si vous avez reçu la RTNC il y a 48 heures, le président de la République vient de promulguer la loi ratifiant l'accord entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Et dans cet accord, il y a 6 000 produits qui sont autorisés à entrer sur le marché des Émirats Arabes Unis sans paiement de frais de douane. Donc, c'est des opportunités que j'ai voulu porter à la connaissance des opérateurs économiques pour que les uns et les autres puissent les saisir. Au-delà de ça, nous sommes dans une vaste zone de libre-échange continentale que nous appelons la ZLECAf. La ZLECAf, à terme, va arriver à la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires. Mais essentiellement pour les produits d'origine. Parce que quand nous parlons des zones de libre-échange continentale ou des zones de libre-échange tout court, il faut que la compréhension soit celle-ci. Les échanges des produits ne concernent que les produits d'origine.
c'est-à-dire les produits qui ont une nationalité économique de chaque État. Ce sont ces produits-là qui font l'objet d'échanges. C'est-à-dire si un produit vient de la Chine ou je ne sais pas du Japon ou de l'Europe et qu'il transite dans un État avec lequel nous avons des accords commerciaux, ce produit n'est pas concerné par le libre-échange. C'est peut-être cette compréhension souvent qui n'est pas bien, qui n'est pas bonne, parce que les gens se disent nous risquons d'être les déversoirs de tous les produits qui viennent d'ailleurs. Non, on ne sera pas les déversoirs, on ne va échanger que sur les produits d'origine de chaque pays. Et dans les règles d'origine, nous avons défini un certain nombre de pourcentages. C'est-à-dire, lorsque autant de pourcentages entrent dans la fabrication d'un produit, ce produit peut être considéré comme étant d'origine. Lorsque les intrants qui entrent dans la fabrication dépassent un certain seuil de pourcentage, ce produit-là n'est plus considéré comme un produit d'origine. Donc, ce sont des compréhensions-là que je voudrais vraiment que nous puissions partager. Et donc, ce partenariat-là que je viens de vous définir, c'est à l'avantage de nos partenaires économiques, mais également, j'ai oublié également avec l'Union européenne, nous avons les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, où aussi nos produits peuvent entrer sur ces territoires. Mais maintenant, vous allez poser la question de savoir, mais avec toutes ces ouvertures-là, comment on va faire? Je crois que la DG de l'OCC va devoir répondre un peu avec d'autres intervenants ici. Ce n'est pas qu'on va transporter les produits de la RDC sur la tête et les amener directement là-bas. Non. Il y a un certain nombre de normes qu'on doit respecter pour entrer sur chaque marché. C'est-à-dire, pour les Chinois, ils ont leur entreprise qui correspond à notre OCC, qui édicte un certain nombre de normes pour entrer sur son marché. Pour l'Union européenne, elle a aussi ses normes. Pour le Royaume-Uni, elle a ses normes. Pour la Chine, elle a ses normes. Donc, il nous appartient, nous, de devoir nous conformer aux différentes normes de ce marché-là pour les saisir et les capter. Je me rappelle, j'étais en Chine, on m'a demandé 1 million de tonnes de soja. Parce qu'ils disaient qu'ils importaient le soja du Brésil et que les coûts de transport du Brésil jusqu'à chez eux c'était très élevé. Et qu'ils cherchaient un marché pour qu'ils puissent signer un contrat d'approvisionnement de 1 million de tonnes de soja. Mais ils me disent ceci, on peut signer ce contrat avec un pays que si on se rassure de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait une interruption. Si on signe avec vous, vous allez nous fournir 1 million de tonnes, on se rassure qu'au courant d'une année, il n'y aura pas une interruption de la fourniture de ces 1 million de tonnes parce que moi, je vais adapter ma planification en fonction de ce que j'aurai signé avec vous. Il y en a qui me disent, nous avons besoin de 100 000 tonnes de piment. Quand j'en parlais souvent, les gens disaient, mais les piments. Mais oui, heureusement que l'OCC vient de se doter aujourd'hui d'un laboratoire qui peut certifier maintenant les piments aujourd'hui. Donc vous pouvez maintenant aller saisir les marchés chinois. Pourquoi? Parce que les piments n'est pas seulement utilisé dans l'alimentation, mais les piments sont utilisés dans l'industrie de la défense. C'est-à-dire, quand aujourd'hui vous voyez les gaz lacrymogènes être lancés à gauche et à droite, c'est des particules piments qui sont utilisés, c'est pourquoi la demande est trop forte. La deuxième demande, c'est que les piments sont utilisés dans la fabrication des câbles électriques. Lorsqu'on veut enduire les câbles électriques, on les enduit avec une matière pimentée pour empêcher que lorsqu'ils sont mis sous sol, que les rats ne puissent les pouvoir, je ne sais pas quel est le terme utilisé. Alors donc, vous comprenez que la demande aujourd'hui est très forte et nous, on a signé ces accords-là avec ces entreprises, avec ces pays, pour permettre que notre patronat local puisse les saisir, et c'est l'essence de cette séance d'information pour vous faire part de toutes ces informations. Alors, maintenant, au niveau interne, et là c'est le point suivant, nous avons quand même pris des mesures de sauvegarde pour vous qui êtes déjà ici, pour vous permettre de bien évoluer. Le gouvernement a autorisé de pouvoir prendre des mesures de restriction pour certains produits dont nous avons la capacité interne, une capacité productive. C'est ainsi que vous trouvez que j'ai signé des arrêtés pour interdire le ciment, pour interdire l'importation de câbles électriques, pour interdire la chaux du côté du Katanga, pour interdire même parfois les boissons non alcoolisées. C'est pour vous permettre, vous qui êtes dans le secteur, de ne pas subir la concurrence, parfois déloyale de ceux qui viennent de l'extérieur. Mais le problème se pose au niveau
du climat des affaires dans notre pays. Les gens préfèrent aller s'installer dans les pays voisins et nous considérer comme leur marché parce que notre fiscalité n'est pas favorable à l'investissement. Et ça, c'est l'un des grands problèmes pour lesquels je voudrais vous rassurer que je vais en être les porteurs. Les porteurs, pourquoi? Parce que de l'analyse que j'ai pu faire depuis que je suis ministre du Commerce extérieur, c'est que les opérateurs sont de bonne foi. C'est parfois l'État qui semble être de mauvaise foi. Par les pratiques, nos pratiques de nos acteurs. L'État cherche plus à gagner l'argent au lieu d'élargir l'assiette fiscale et gagner sur le nombre élevé des partenaires. Et donc, les réformes que je voudrais vous annoncer sont celles-là. C'est de voir comment nous allons rationaliser, comme vous avez dit ici, Monsieur le Président de la Fête, les intervenants et migrer petit à petit vers les guichets uniques. Pour qu'on sache qu'en RDC, lorsqu'on exporte, lorsqu'on importe, on paye par exemple 30% de la valeur CIF. On paye 20% de la valeur CIF. On paye 15% de la valeur FOB pour les exportations. À ce moment-là, l'opérateur n'a plus à savoir si le pays aura 2%, si tel aura 1%, si tel autre aura 3%. On donne un chiffre global et dès qu'il a payé ça, il se rassure qu'il a fini avec l'État congolais. Donc, on est en train d'émigrer petit à petit vers ces réflexions-là. Et comme nous sommes à la veille de l'élaboration de la loi de finances 2027, nous avons voulu faire ces échanges pour recueillir davantage d'autres informations de votre part et nous permettre de pouvoir peaufiner notre dossier que nous allons présenter à la commission ECOFIN du gouvernement avant que cela ne soit adopté par le Conseil des ministres. Voilà, Monsieur le Président de la Fête, les mots introductifs que je voulais partager avec vous pour dire saisissons ces opportunités, mais agissons également sur ce qui ne marche pas au niveau interne pour améliorer la compétitivité de notre économie et pour permettre aux produits qui sont made in Congo d'arriver sur le marché international et d'être compétitifs par rapport aux autres produits qui viennent d'autres espaces. Parce que si vous voyez tous les pays qui nous entourent, ils ont défiscalisé leur économie parce qu'ils savent qu'ils visent les marchés congolais. Et donc nous devons nous adapter à ça. Je me rappelle par exemple que l'Ouganda a détaxé les cacao pour siphonner en fait les cacao de la RDC qu'il a entre sur son marché. Il a supprimé toutes les taxes sur les cacao. Et nous sommes allés à Abidjan pour signer l'accord international sur le cacao. C'est une autre opportunité pour vous permettre, vous, désormais, comme RDC, de participer à tous les mécanismes de fixation des prix. Et la signature de cet accord nous ouvre des opportunités importantes que désormais, nous intégrons les cercles mondiaux des producteurs et d'exportateurs du cacao et nous allons participer à tous les événements de fixation des prix du cacao. Il était à 12 000 en 2024, dépassant même la tonne de cuivre. Aujourd'hui, il est redescendu à 3 000, 4 000. Mais je peux vous rassurer qu'il va remonter encore. Je pense que le pic sera atteint vers octobre 2026, où le cacao pourrait encore atteindre la tonne à 6 000, 7 000, 8 000 dollars. Et donc le choix, c'est aussi celui-là. Devons-nous opérer dans le secteur minier ou dans le secteur agricole? Si la tonne de cacao est à 10 000 dollars et que la tonne de cuivre est à 10 000 dollars, je préférerais moi aller dans le cacao parce que l'investissement dans le secteur est moins coûteux que l'investissement dans le secteur minier. Et donc ce sont des choix comme ça que nous voulons porter à votre connaissance pour voir comment ensemble on peut se faire accompagner pour opérer des choix utiles qui structurent notre économie et qui nous permettent d'intégrer les marchés internationaux. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je pense que Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs membres de la fête, c'est ça mon élément introductif et je vous remercie pour votre attention. Alors, comme je l'ai dit, les intervenants, vous avez 5 minutes parce que le Président a tout dit. Je vais lui donner le cadre général. Si vous pouvez prendre 5 minutes comme ça, nous allons laisser aux partenaires économiques maintenant interagir avec vous parce que c'est eux
que nous venons plus écouter. Parce que s'ils doivent seulement nous écouter, nous n'aurons pas réussi l'exercice. Il faut qu'on les écoute pour comprendre sur quoi on peut encore porter notre œil pour améliorer le secteur qui est le nôtre, celui du commerce extérieur. Merci, merci beaucoup. À la suite de la communication de son Excellence, nous voulons inviter le secrétaire général, le deuxième commandant, qui va présenter, en tout cas dans les limites des timings de son Excellence à annoncé. Parce que le tout a été dit, le gouvernement de la République du Congo est à la recherche des marchés. Vous avez entendu bien des marchés, bien des préférences qui sont accordées, non pas au gouvernement, à vous les opérateurs économiques. Tout ce qu'on fait, c'est pour les opérateurs économiques. Et à l'intérieur, nous sommes en train encore de fournir des efforts pour faciliter les importations et les exportations. C'est pourquoi la RDC a ratifié dernièrement la loi, l'accord sur la passation d'échange de l'OMC. Cet accord nous amène à adopter des procédures différentes de celles que nous avons toujours utilisées. La dématérialisation. En tant qu'opérateur économique, vous vous posez la question, quand vous introduisez votre dossier, qu'est-ce que vous cherchez réellement? Vous recherchez la rapidité, la prévisibilité et la sécurité. Alors, celle-ci, la dématérialisation ne consiste pas seulement à remplacer le papier par un fichier électronique, mais elle doit surtout éviter l'opérateur économique d'éviter les déplacements, de fournir plusieurs fois les mêmes informations, de subir des délais qu'il ne peut ni prévoir ni maîtriser. C'est pourquoi la véritable question est donc pas seulement de combien de procédures avons-nous mises en ligne, mais c'est plutôt combien de temps, combien d'argent, combien de déplacements avons-nous épargné à l'opérateur économique que vous êtes. S'agissant de la dématérialisation elle-même, je ne voudrais pas m'attarder sur les détails, mais je voudrais vous annoncer les avancées. Quelles sont les avancées? Aujourd'hui, la RDC, dans le cadre de l'accord de la façon à son article 10, nous avons le guichet intégral du commerce extérieur. C'est ce guichet qui vous permet de faire toutes les opérations. À partir de votre bureau, vous avez une seule fenêtre. Vous introduisez votre liasse de dossier et c'est traité par toutes les agences qui travaillent au cordon douanier. Deuxième avancée, c'est quoi? Et c'est le guichet unique du commerce extérieur et devient maintenant Asidonia. Comme je l'ai dit, toutes les informations, vous n'allez plus régulièrement donner la même information à l'OCC, quand vous donnez l'information, toutes les agences concernées prennent en charge cette information et c'est la même information, elle ne va pas changer. Troisième avancée, c'est quoi? Aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes à 96% des documents et procédures identifiés qui ont été déjà dématérialisés. Soit 121 documents sur 126 identifiés. Quatrième avancée, ce qui concerne la législation du numéro import-export. Comme on le dit, aujourd'hui, si vous mettez tous vos dossiers en ordre, à partir de votre bureau, vous allez sur la plateforme du guichet unique, vous introduisez votre dossier et on prend en charge. Dès qu'on prend en charge, si tout est OK, dans 72 heures, vous avez votre numéro import-export pour faire les affaires.
Or, ces numéros, à un moment donné, ça prenait des années. Et même si vous êtes ailleurs, vous êtes à Bounia, à Butembo, à Beni, à Kishibamianda, c'est dans votre bureau. Vous n'avez plus à vous déplacer, à envoyer le dossier à Kinshasa avec des intermédiaires des avocats. Ça vous permet d'économiser et en temps et en argent. Alors, quels sont les gains pour vous les opérateurs économiques? Le premier gain, c'est quoi? Pour l'entreprise économique, le temps gagné permet de respecter une commande, d'éviter l'immobilisation prolongée d'une marchandise, de mieux identifier ses opérations. Deuxième gain, c'est la réduction la dématérialisation réduit les frais d'impression des photos, des copies par-ci, par-là, des transports. Vous savez, dans cette ville, vous vous déplacez avec vos risques, il y a des photos, etc. Mais si vous les faites à partir de votre bureau, vous gagnez du temps. Et vous n'avez plus cette liasse de papier, vous promenez. Non, il a pris le dossier, c'est mouillé. Non. Quand c'est déjà mis en ligne, vous avez beaucoup de facilité. Troisième gain, c'est la transparence. Tout est maintenant clair. Votre dossier est là, vous pouvez le suivre, la traçabilité, comment c'est passé, par quel niveau, vous avez l'information à temps réel. On est devenu transparent, ça coûte combien? Tout est informé, tout est là. Parlant même de la transparence, il y a un autre outil que nous sommes en train de mettre en place bientôt. Son Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce extérieur va vous inviter, c'est le portail d'information commerciale. Ce portail vous permet d'avoir toutes les informations, les procédures sur chaque produit. Il a parlé du cacao aujourd'hui. Vous entrez dans la plateforme, vous pouvez voir quelles sont les étapes pour exporter le cacao. Et ça a quel coût? Vous n'allez plus aller, non, je vais au ministère de l'Agriculture, je vais chez l'ONABAC, mais à partir du bureau, votre bureau, vous entrez dans notre plateforme qui est le portail d'information commerciale, vous avez toutes les informations, ça permet aussi la transparence, ça évite aussi la corruption, les intermédiaires inutiles qui commencent à vous prendre de l'argent, et tout ça, ce sont des coûts. Nous sommes en train de travailler pour diminuer davantage. Quatrième, c'est la flexibilité. Voilà. Cinquième, c'est la sécurité documentaire. Les détails, peut-être nous aurons notre séance. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais conclure parce qu'il me reste une minute. Il faut savoir que la dématérialisation ne produira tous ses effets et si certaines conditions sont réunies, à savoir des plateformes stables, une connexion fiable, des paiements réellement électroniques, une assistance aux utilisateurs et une protection efficace des données. Il faut surtout éviter que l'opérateur remplisse une procédure en ligne où il soit encore obligé de déposer les mêmes documents. Numériser une procédure sans supprimer les doublons ne constitue pas encore une véritable simplification. Nos priorités sont donc claires. Achever les procédures restantes, renforcer l'interconnexion des administrations, supprimer les demandes répétitives, publier des coûts et des délais officiels, comme je l'ai dit, que nous avons bientôt. Les portails d'information commerciale sera inauguré par son Excellence, Monsieur le Ministre, et c'est toujours à l'intention de vous les opérateurs. Former les utilisateurs, mettre en place un mécanisme efficace de réclamation et assurer une meilleure intégration des banques dans le dispositif. Les banques sont très importantes. Si les banques ne sont en dehors, ça risque de créer encore beaucoup de retard. Nous voulons fédérer avec les banques, travailler avec les banques pour que tout ce que nous sommes en train de faire puisse aboutir. Alors, pour apprécier cette réforme, chaque entreprise dans cette salle peut se poser 3 questions. Je vais terminer par là. Est-ce que je gagne effectivement du temps? Est-ce que je réduis mes coûts? Est-ce que mon dossier est traité davantage avec davantage de transparence? Si la réponse est oui, la réforme continue d'être faite. Si la réponse est encore partielle, notre devoir commun est d'identifier les blocages et de les corriger, comme a dit le président de la fête. Moins de papiers, moins de déplacements, moins de tracasseries, plus de rapidité, plus de transparence, plus de compétitivité pour les artistes congolais. Voilà, c'est par ce mot que je termine. Je vous remercie. J'ose croire qu'avec les échanges, il y aura des
cas par rapport à la dématérialisation, parce que nous, en fait, on a déjà enregistré une préoccupation sur le numéro import-export qui a été dématérialisé. Nous voulons inviter l'ANAPEX pour commenter sur l'AGOA, tel que le ministre venait de le dire. L'ANAPEX va nous dire concrètement comment il faut profiter davantage de cette préférence. 5 minutes. Comme ça, les informations. Je précise que nous allons organiser des séances où nous allons mettre chaque service à la disposition de la FEC pour des débats plus profonds et détaillés. Aujourd'hui, c'est comme l'ouverture de ces dialogues entre nous et la FEC. Mais on va mettre à votre disposition maintenant, pendant un temps, Monsieur le Président, chaque responsable pour qu'il vienne parler abondamment et que vous puissiez les couler avec toutes les questions que vous avez. Merci bien. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, en titre d'invités respectifs. Je vais pendant 5 minutes essayer d'aborder la question de la BOA telle que proposée dans le programme, dans une approche plus pragmatique et en essayant de répondre à 2 questions majeures. La première question, c'est quelles sont effectivement les opportunités qu'offre cet accord préférentiel unilatéral du gouvernement américain en faveur du pays de l'Afrique subsaharienne. La deuxième question, c'est de savoir comment surmonter les obstacles opérationnels pour en effet tirer les meilleures parties de ces dispositifs mis à disposition des pays de l'Afrique subsaharienne. Il faut d'emblée noter qu'il se pose un problème de sous-utilisation. Sous-optimisation des avantages qu'offre le programme AGOA, d'autant plus qu'un chiffre très rapide, la demande américaine pour 2025 a été située autour de 3 500 milliards de dollars. L'Afrique n'a pu capter que 1,22%, soit 43 milliards de dollars. Alors, la loi AGOA, la RDC, a été admise à ce programme en 2003 et a été démis du programme en 2010. Vous vous rendrez compte qu'en 2019, lorsqu'on a été réintégré, les exportations de la RDC vers ce marché américain, sous les préférences AGOA, ont été situées autour de 216 millions de dollars. Et actuellement, les exportations de la RDC, dans le cadre du programme AGOA et SPG, parce qu'il faut noter que AGOA seul, c'est 1800 lignes tarifaires, les SPG, c'est 4600, si on agrège, on est autour de 5400, 5600 produits pour lesquels nous avons un accès préférentiel, c'est-à-dire en franchise, une retenue de quotas sur le marché américain. Alors, nous sommes actuellement, en tout cas en 2025, les statistiques indiquent que la RDC a exporté pour 1,4 milliard de dollars dans le cadre du programme AGOA et SPG. Et les exportations générales de la RDC vers les États-Unis sont situées actuellement autour de 2 milliards de dollars. Donc il y a une dynamique importante qui est à prendre en considération, mais elle cache aussi une certaine réalité, c'est que nos exportations sont quasi homogènes, c'est-à-dire concentrées vers les secteurs miniers. C'est essentiellement le cuivre, le cobalt et quelques métaux précieux. Il est donc important, comme disait M. le ministre et le président national, de tendre vers cette diversification des exportations, et cela exige de nous un certain nombre d'orientations stratégiques. Alors, la loi AGOA offre des avantages, mais il existe des procédures auxquelles il faut se conformer pour tirer le meilleur parti de ces avantages-là. Pour les produits qualifiés de non textiles, parce que c'est vrai que les pays en soi, pour répondre aux critères d'éligibilité, doit effectivement être accepté par le gouvernement américain, parce que chaque année il y a une revue, certains pays sont maintenus, d'autres sont exclus, et il faut être d'abord dans le programme, ensuite le produit à exporter doit répondre aux critères de règles d'origine. On l'a dit ici, M. le ministre l'a dit, les règles d'origine c'est la nationalité économique du produit. Et les règles d'origine dans la loi AGOA sont définies de façon à, d'un côté, permettre l'exportation des produits totalement obtenus cultivés, c'est le cas du café ou du bétail, mais aussi ces règles d'origine permettent ce qu'on appelle la transformation substantielle, c'est-à-dire le produit peut ne pas être totalement
totalement obtenus par un pays bénéficiaire, à supposer la RDC, mais bénéficier par exemple des matières premières ou de la contribution dans la manufacture d'autres pays. Mais cette contribution substantielle doit être au moins de 35%. Ça, c'est le principe de la transformation substantielle. Et là, les règles d'origine de la loi AGOA permettent aussi un cumul de contributions entre les pays bénéficiaires. Donc vous comprenez qu'il faut se conformer à cette règle d'origine, et bien plus, le fait que le pays soit admis au programme ne donne pas directement, je dirais, l'avantage aux opérateurs économiques. Il faut que l'opérateur économique dont la PME puisse s'enregistrer pour les produits cosmétiques ou alimentaires. Il est important de s'enregistrer sur le site de la FPA. Le lien en ligne est disponible pour que les opérateurs économiques s'y conforment. Il me reste une minute. Deuxièmement, pour le dédouanement, il faut comprendre que la douane américaine n'accepte pas de traiter directement avec les opérateurs économiques non résidents. Donc il faut que l'opérateur économique puisse en effet contracter avec un intermédiaire en douane qui soit d'origine américaine. Bref, il me reste très peu de temps, mais il faut retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons une dotation factorielle des ressources qui peuvent nous permettre de mieux tirer parti des avantages qu'offre ce programme. Et la dynamique de diversification aussi bien des produits que des acteurs doit nous amener à opérer des réformes. Parce qu'il a été ici indiqué par exemple le cas des problématiques liées à la lourdeur des questions de fiscalité et de parafiscalité. C'est l'un des points d'achoppement qui peut-être empêche le secteur privé de mieux tirer parti de ce dispositif. Et je voudrais chuter, parce que je crois que le temps imparti est très limité, par quelques cas de succès. L'Agence nationale de promotion des exportations, en effet, travaille pour promouvoir la compétitivité à l'international des entreprises congolaises, par la promotion des produits qui tendent à renforcer l'idée de la diversification économique. C'est des produits d'origine agricole, agro-industrielle, industrielle et artisanale. Alors, en tant que tel, nous avons pu accompagner, depuis 2022, des acteurs qui aujourd'hui ont pu sécuriser le contrat d'exportation de café et de cacao dans le cadre du programme AGOA. C'est le cas de l'entreprise Sopati ou encore Mangoulou. Ce sont des coopératives avec plusieurs membres situés à l'est de la République qui aujourd'hui ont leur café consommé à Starbucks et dans d'autres lieux aux États-Unis. Et bien plus, ça c'est vraiment un cas très intéressant, c'est qu'en 2024, vous savez que le prix moyen du café est de $3 le kilo. Et en 2024, l'entreprise Sopaldi a vu son café être vendu à $25 le kilo. Donc il y a ces marchés de niche, il y a ces segments ultra premium que le secteur privé peut sécuriser afin notamment de contribuer à cette idée de la diversification. Donc, je ne crois pas que c'était un plan excellent, je peux m'arrêter, bien que vous avez dit que peut-être que des séances plus dédiées, on peut aller en détail pour mieux expliquer la problématique. Je vous remercie. Je vous informe, monsieur les membres de la FEC, que tous les exposés vous seront rendus disponibles avec tous les détails, y compris les miens. J'ai fait la synthèse de mon exposé, mais on va transmettre ça au président de la FEC, celui de l'ANAPEX, tous les intervenants, on va vous les transmettre pour que vous les ayez et que vous puissiez les exploiter. Merci. Nous allons continuer avec l'OCC qui est représenté ici par Madame la DGA. Elle va faire des commentaires sur le contrôle de qualité de l'OCC. Madame, 5 minutes. Hein. Il faut qu'on permette aux opérateurs de poser leurs questions. Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire Général au Commerce Extérieur, Monsieur le Directeur de l'ANAPEX, Monsieur le Président national de la FEC, Mesdames et Messieurs les administrateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Nous tenons à vous remercier, Excellence, pour cet exercice, car cela nous permettra de clarifier exactement la mission et le rôle de l'OCC, et notamment d'améliorer et d'encourager la collaboration entre les structures sous la tutelle du commerce extérieur ainsi que les opérateurs économiques. L'Office congolais de contrôle est un établissement public à caractère technique et scientifique
qui a pour mission de procéder en tant que tierce partie à l'évaluation de la conformité, en l'occurrence l'inspection, la certification, les essais ou analyses et la méthodologie en se référant aux standards nationaux, régionaux et internationaux. Quel est l'intérêt? C'est lutter contre les contrefaçons, protéger les consommateurs, protéger l'environnement, encourager les investissements locaux, s'assurer de la qualité des produits congolais exportés en vue de garantir leur compétitivité sur le marché régional et international, favoriser et promouvoir la transparence de la qualité des produits dans les échanges commerciaux, protéger les importateurs, accompagner les PME et les PMI, servir de support au développement économique, industriel et social de la République démocratique du Congo. Quelles sont les ressources et les infrastructures de l'OCC? Nous avons un personnel pluridisciplinaire avec expertise avérée, bénéficiant d'un programme en formation continue. Nous avons un réseau national des laboratoires, le RENAL, qui compte en son sein 88 laboratoires, 5 qui sont accrédités et un laboratoire qui est en cours d'accréditation. Nous avons des mandataires internationaux en matière d'inspection. Nous sommes providers des essais interlaboratoires et nous avons également une assistante technique extérieure pour l'accompagnement de la consolidation de nos laboratoires en Allemagne, en Afrique du Sud, en Australie, au Kenya, etc. Nos laboratoires d'essai fonctionnent selon les lignes directives et techniques organisationnelles prescrites dans la norme internationale ISO par CEI par 17025 qui décrit les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'essai et d'établissage. Le contrôle de qualité ne doit plus être perçu comme une contrainte administrative. Il constitue à ce jour un véritable levier de compétitivité, de protection des consommateurs et de développement économique. Dans un contexte marqué par l'intégration régionale, la zone de libre-échange continentale africaine, les CAF et des exigences internationales toujours plus élevées, l'amélioration des procédures et des infrastructures techniques de l'OCC représente un investissement stratégique au profit du secteur privé congolais. Pourquoi améliorer les procédures? Les entreprises attendent avant tout des délais rapides, des procédures simples, des résultats fiables et une transparence totale. C'est pourquoi l'OCC poursuit la modernisation de ses procédures par la digitalisation de ses services, la dématérialisation des demandes de certification, le suivi électronique des dossiers, la réduction des délais d'analyse et l'amélioration de la communication avec les opérateurs économiques. Une procédure efficace, c'est un coût des affaires réduit pour les entreprises congolaises. Mais pourquoi moderniser les infrastructures techniques? C'est parce que les infrastructures techniques sont le cœur de la crédibilité de l'OCC qui dispose des laboratoires de chimie, de microbiologie et de virologie, de métrologie, des essais des matériaux et environnemental. Nous tenons à préciser aussi qu'au niveau de notre département au contrôle environnemental, nous avons des laboratoires mobiles. L'acquisition des équipements modernes de nos laboratoires permet à ce jour d'améliorer nos prestations qui se traduisent par l'accroissement sensible de production par la réduction du temps d'analyse avec des équipements très performants, la détection et dosage actuel ou quantification des contaminants alimentaires qui posent des problèmes de sécurité sanitaire des aliments, le dosage de la capsaïcine dans les piments, responsable du pouvoir piquant déterminant dans le commerce extérieur des piments, les résidus des pesticides antibiotiques dans les produits agroalimentaires. Et je vais passer les détails, je vais quand même vous donner quelques détails. Aujourd'hui, l'OCC peut analyser 20 échantillons d'eau par semaine contre 30 par le mois passé, 80 bières par semaine entre 30 mensuels par le mois passé et 40 échantillons des vins et liqueurs par semaine contre 15 mensuels par le passé. Au laboratoire des denrées alimentaires, on analyse actuellement les protéines de 24 échantillons par jour contre 10 par le passé et les matières grasses des échantillons de 48 échantillons de produits céréaliers par jour contre 10 par le passé. Le timing de la transmission du rapport d'essai au client s'est amélioré tant soit peu, soit de 7 à 15 jours.
Notre objectif est clair, que les certificats délivrés par l'OCC inspirent la même confiance en République démocratique du Congo qu'à l'étranger. Je vais vous épargner les détails. Alors pour finir, parce qu'on me dit que je n'ai qu'une minute, l'amélioration des procédures et des infrastructures techniques de l'OCC n'est pas un projet interne, c'est une contribution directe à la protection des consommateurs, au développement des entreprises, à la promotion des exportations, à l'amélioration du climat des affaires et à la croissance économique de notre pays. Le secteur privé et l'OCC poursuivent le même objectif qui est celui de produire mieux, certifier mieux et exporter davantage. Je vous remercie. Avant les échanges, il y a un dernier intervenant, M. Jules, qui est la cellule commerce internationale. Il va parler de la régularisation dans le cadre des relations multilatérales. Je vais faire comme vous en 5 minutes. C'est le secrétaire général honoraire qui a été admis à l'émérita parce qu'il est allé à la retraite. C'est un expert en commerce international. Donc, il va nous aussi très rapidement ce qu'il a prévu. 5 minutes, comme ça on permet aux administrateurs et aux membres de la fête de pouvoir poser des questions. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la FEC, Messieurs les administrateurs de la FEC, Monsieur les membres des différents États. Nous venons de parler des différents aspects concernant le commerce extérieur, mais nous devons aussi savoir que le commerce extérieur s'effectue dans un cadre multilatéral, notamment à travers le système commercial multilatéral qui est régenté par l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, je peux vous rappeler ici que la AD Congo est membre de cette organisation déjà depuis sa création, mais elle a déposé des instruments d'acceptation le 1er janvier 1997. Et bien avant 1997, la AD Congo était membre du GATT depuis avril 1971. Et donc, elle a évolué, la AD Congo a évolué dans cette mouvance internationale, mais un peu à pas de tortue. Donc, on a été membre, mais vous savez, quand on est membre dans un regroupement, le plus important, c'est de savoir tirer les bénéfices ou les gains de l'appartenance à cette institution. Je prends ici le cas de l'EMC. Évidemment, on a parlé de la CECAF ou d'autres organisations régionales. Et donc, c'est depuis le mois de mars 2025 qu'une action que j'appellerais pratiquement une action relevant de la diplomatie commerciale avait été menée. Et c'était la première fois que le gouvernement congolais s'était engagé à prendre de l'arme avec l'OMC, avec la CNUSEC et avec les centres de commerce international de Genève, l'ITC, comme on l'appelle couramment. Et donc, à travers ces contacts, évidemment menés par son Excellence Monsieur le ministre du Commerce extérieur, nous sommes arrivés à nous engager dans 3 partenariats avec ces différentes organisations dont j'ai parlé tout à l'heure, l'OMC, la CNUSEC et l'ITC. Avec l'OMC, nous avons pris l'engagement de travailler pour que la RD Congo quitte les groupes des pays les moins avancés. Comme vous savez, la RD Congo figure malheureusement dans ces groupes les groupes des pays les plus pauvres de la planète. Et ça, malheureusement, en deçà de tout ce que nous avons comme richesse. Et donc, de ces échanges avec la direction générale de l'OMC, il avait été conclu que la RD Congo puisse travailler, notamment avec les cas d'intérêt renforcés, pour que, au-delà de la réglementation qui évolue et qui s'applique à tous les membres, parce que le principe clé de l'OMC, c'est la non-discrimination. Donc, quand un avantage est accordé à un État X, cet avantage devra l'être pour tous les autres États. Et un autre principe, c'est le traitement spécial et différencié. Nous sommes pays moins avancés, et donc à ce titre, nous avons quelques avantages que nous devons tirer, notamment dans la mise en œuvre justement des dispositifs de l'OMC, et particulièrement pour les cas, je voulais dire ici, les cas de l'accord sur la facilitation des échanges. Cet accord qui est venu pratiquement remettre les choses en règle en faveur des pays les moins avancés. Il a été évoqué ici par le secrétaire général par rapport à l'article 10, mais aussi notre article très intéressant qui concerne le secteur privé, c'est l'article D qui concerne les consultations.
Donc, avec ce nouvel accord de l'OMC, toute disposition réglementaire qui peut être prise par un ministère doit être en concert avec le secteur. Ça, c'est l'article 2. Renseignement et consultation dans l'accord sur la facilité des échanges. Peut-être que certains d'entre nous, ici présents, le connaissent, mais peut-être d'autres ne le connaissent pas. Donc, la FEC, je crois, avec cette information, désormais, s'il y a quelque part un ministère quelconque voudrait lever une mesure ou une taxe, ce ministère, comme le dit le ministre, devra désormais le faire le concert avec le secteur privé. Parce que ce sont eux qui sont les producteurs, ce sont eux qui connaissent les réalités et les vérités sur les échanges commerciaux, parce que si nous parlons de échanges commerciaux au niveau international. Et les règles qui s'appliquent sont les mêmes règles partout. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce qui se passe sur le plan international. Mais c'est ce que je venais de parler tout à l'heure de ce que font nos voisins. Ils font des notifications sans que nous ne sachions, parce que nous ne faisons pas cet effort-là. Et donc, il se fait que même avec ceux qui sont les plus proches de nous, quand nous voulons exporter vers ces pays-là, nous sommes plutôt dans une réalité, nous ne connaissons pas les dispositions qui sont de l'autre côté et nos marchés ne sont pas acceptés. Ce n'est pas par discrimination que nos marchés ne sont pas acceptés, mais plutôt c'est parce que nous ne maîtrisons pas la législation à ces niveaux, au niveau international, même au niveau régional. Donc c'est un impératif que désormais, pas seulement la FEC, mais tous les autres sociétés économiques devraient s'habituer à connaître ce qui est dit sur le plan des accords commerciaux multilatéraux sur les marchandises, mais c'est également sur le service, parce que le plus souvent nous parlons que de marchandises, de biens, mais que nous parlons rarement de services, alors que les services est en train de prendre de l'ascendance et contribue de manière substantielle justement à la formation du pays. Et donc, c'est des nouveaux paradigmes que nous devons désormais nous habituer. Et au-delà de cela, nous avons également été, évidemment, à conduire cette délégation à la commission, pas seulement à l'OMC, mais également à la Bruxelles. La Bruxelles qui a pour mission justement de participer au développement des pays sous-développés par le commerce. Et donc, il y a un mémorandum d'entente a été signé entre le gouvernement congolais et la Bruxelles avec pour objectif d'élaborer un document pour un document holistique qui va s'inscrire dans les bons termes pour relever, identifier sur le plan national tous les programmes de développement à travers le commerce. Parce que le commerce est un transversal, il passe dans différents domaines de la vie. L'industrie, c'est vrai, parce que nous devons exporter. Il faut que nos produits, non seulement les produits, parce qu'il a été relevé, et 95% de notre exportation sont produits de produits. Et donc, dans ce document qui est en élaboration, c'est un changement radical. Nous allons nous positionner pour les années à venir dans la mise en place ici au pays des industries de transformation, évidemment avec des secteurs privés. Dans 1 ou 2 mois au plus, je crois que l'équipe de la Bruxelles sera ici pour un atelier de validation. Et à cette occasion-là, les secteurs privés congolais et les secteurs publics vont se retrouver ensemble pour que les programmes qui seraient établis soient un programme qui permettra à la République du Congo de sortir dans les années à venir, d'abord du groupe de pays les moins avancés, et également pour que nous puissions exporter des produits qui ont subi déjà une certaine transformation, et à travers tout ce qui sera fait, même au niveau gouvernemental, dans les mesures stratégiques qui seront prises pour que les chaînes de valeur soient créées au niveau de nos pays. Donc, à l'issue de ce travail, il y aura une bonne conférence des bailleurs, parce que la République du Congo peut-être ne pourra pas se permettre de financer ces différents programmes. Donc, il va se tenir ici d'ici la fin de cette année un programme de partenaires financiers et techniques et également des bailleurs pour que tous les programmes, tous les projets, tous les programmes de développement du commerce, de développement de l'industrie congolaise pour son positionnement sur le marché international. Donc, cette va se tenir pour que le financement soit trouvé. Et évidemment, le gouvernement congolais ne sera pas en reste. Il va contribuer. Et voilà. Donc, je crois que je peux m'arrêter par là. S'il y a des questions, je pourrais peut-être ajouter ce que je n'ai pas dit ici. Merci. Oui, il faut les chercher. Il parle trop technique. Ici,
OMC, mais je dois vous informer que la RDC a ratifié l'accord sur la facilitation des échanges. Je vais recommander au président de la FEC de partager ces documents avec les membres de la FEC pour que vous sachiez sur quoi nous avons souscrit comme gouvernement et éviter que les administrations ne puissent venir finalement vous coincer alors que nous avons déjà souscrit à des innovations. C'est comme ce qu'il a dit ici. Si un ministère fait en cours d'exercice une réforme qui touche par exemple à la fiscalité, cela ne doit se faire qu'en concertation avec la FEC. Ça, c'est l'accord sur la facilitation des échanges. Je sais que malheureusement, nous le faisons au gouvernement unilatéralement et nous violons en même temps l'accord auquel nous avons souscrit. Et c'est le sens de ces informations que vous les ayez. Comme ça, quand quelqu'un il organise une réforme, vous lui opposez l'accord sur la facilitation des échanges que nous avons déjà ratifié et promulgué par le président par une ordonnance présidentielle. Donc nous avons l'obligation de toutes ces informations-là. Voilà. Excellence, nous allons passer à la séance d'échange. En termes de procédure, il faudra qu'on prenne une série de 5 qui répondent avec l'équipe qui nous accompagne. Nico Baladeur, est-ce que on peut commencer par le président Jean-Philippe? Monsieur le ministre, bonjour. Jean-Philippe Telesco, je suis président de la commission des formes humaines pour la laïcité. J'ai 2 points à aborder. Un point très précis par rapport à votre intervention tout à l'heure sur le cadre de conservation et sur l'élargissement de la base fiscale. Un point essentiel sur lequel nous devons travailler ensemble, parce que notre objectif commun, c'est de dynamiser les flux, entrée et sortie. Et dans un contexte où le prix par conteneur est 5 fois plus cher au Congo que dans le pays voisin, il est impératif de trouver une solution pour pouvoir régler cet écart et rendre le Congo et le Congo-Brazzaville plus compétitifs. Le deuxième point, c'est qu'on a énormément parlé, on a beaucoup parlé des accords avec les États-Unis, mais il y a un point sur lequel je vous rejoins également tout à fait, et merci de mettre en place ce cadre de concertation, c'est la communication. Un accord a été signé avec l'Union européenne qui est en vigueur depuis 2022, ça fait 4 ans, une exonération totale des frais d'entrée en Europe comme toutes les exportations venant du Congo. Et il y a un véritable déficit de communication sur ce point. Il y a même d'ailleurs un effet rétroactif qui avait été autorisé par l'Union européenne, disant que les personnes qui ont exporté vers l'Europe et qui ont payé des droits d'exportation ou d'importation d'entrée en Europe peuvent se les faire rembourser entre 2022 et 2026. Donc il y a un accord très important, et donc là encore, en concertation, le ministère du commerce extérieur et la FEC, nous avons, je crois, une responsabilité de communication à l'ensemble de nos membres, mais également plus largement à l'ensemble des opérateurs économiques en Congo, qui peuvent bénéficier de cet accord de plus de 4 ans d'exonération totale vers l'Europe. Voilà, donc ce sont 2 points très très précis pour cet objectif commun de dynamiser les flux à l'entrée et à l'export du Congo. Merci beaucoup. Président Riette. Regardez la balance commerciale que nous avons avec les États-Unis, avec la communauté européenne, vous allez trouver qu'elle est totalement déficitaire. Nous ne pouvons pas exporter par les problèmes d'infrastructure, par les problèmes de taxation et par les problèmes des frais portuaires. Nous avons le port le plus cher au monde. Donc mon avis, c'est est-ce qu'il y a un plan national pour améliorer l'exportation de notre pays? Si on oriente l'attente, on peut dire
par exemple, contre les lois de l'OMC, beaucoup de pays payent carrément le transport, le fret, pour pousser leurs entreprises à exporter à l'extérieur. Contre les accords de l'OMC, ils le font et ils détaxent totalement les produits qui sont destinés à l'exportation. Tous les accords que vous signez, est-ce qu'il y a déjà fluidité entre les ministères par rapport à cela? Pourquoi? Monsieur le ministre, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai conduit la délégation de femmes entrepreneurs à la Semaine Week des Comessa à Tunis. Nous partons, il y a la foire de 21 membres de Comessa. Nous partons avec les femmes qui avaient leurs produits. Pour sortir le produit, les ministères de l'Agriculture nous demandent de payer des taxes pour la certification. On ne sait pas de quoi s'agit-il. Il y a le ministère de Culture et Art qui a fait payer les dames. Au total, on a payé 300. Ils nous ont demandé $500, les dames ont payé 350. Et le ministère de l'Art, ils ont payé 200. Je me retrouve dans une matinée au PNUD. J'ai parlé de cela parce que ça concerne la compétitivité. Je parlais de cela. Il y avait un directeur de DGDA qui dit, madame, selon la loi, aucun produit, pour le foire, il devait payer quoi que ce soit. Est-ce que les ministères de l'Agriculture étaient au courant ou pas? Ça encore, c'est un autre problème. Deuxième problème, c'est le ministre. On partait pour une foire. Comessa a envoyé des invitations avec la lettre pour les visas, pour faciliter les visas, signée par les ministres de l'Intérieur de la Tunisie. On arrive avec la délégation au niveau de la DGM, ils bloquent toute la délégation. Moi j'avais mon visa, j'étais parti malheureusement avant, et toutes les autres femmes ont dû payer par-ci, par-là, $50, $100 aux gens de DGM pour arriver là. On arrive là-bas, aucun autre pays n'a payé quoi que ce soit, pas seulement des évoqués. Deuxièmement, aucun autre pays, messieurs les ministres, de produits que les dames ont exposés là-bas n'a payé $1 à l'air douane. Est-ce qu'en allons nous parler de la compétitivité à ce moment-là? Pas possible, monsieur le ministre. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre président de la commission agriculture? Monsieur Pell. Bonjour, Excellence, Monsieur le ministre. C'est un sujet sur l'agriculture, justement, avec l'huile de palme. Je ne sais pas si vous vous souviendra que nous avions fait qu'il y a déjà près de 3 ans, j'avais conduit une délégation concernant justement la problématique du dumping à l'importation qui mettait à mal vraiment de manière déloyale le secteur de l'huile de palme qui est en train d'émerger et de fréquenter l'arrivée à l'autosuffisance. Nous avions été reçus par Ecofin, je pense que vous vous rappelez, vous êtes là aussi. Ça avait été vraiment très bien accueilli avec des pistes de solutions que nous avions déposées à ce sujet. Mais aujourd'hui encore, nous sommes un peu dans la difficulté parce qu'on retrouve plus d'une 50aine de marques sur le marché. On rentre dans le pays avec toutes les difficultés de contrôle, avec des endroits par des frontières, des points poreuses, donc avec des scènes de fraude, mais aussi du dumping des pays exportateurs, certainement complicité avec les distributeurs locaux. Cette situation, nous avions posé quelques pistes de solutions par rapport à des corridors, et je pense que ce serait quand même intéressant peut-être de relancer ce sujet
parce que les membres restent dans cette difficulté actuellement. Et il s'additionne même à ça un problème de traçabilité, mais ça c'est plutôt interne, sur des productions internes, avec des fois des détournements de produits, des différentes plantations. Mais voilà, les deux problématiques combinées met à mal vraiment le secteur de la pointe industrielle. Le deuxième point, c'était plutôt aller dans le sens aussi que vous disiez, il y a quand même cette difficulté aujourd'hui problématique. Exporter de la matière première n'a jamais posé vraiment un très grand problème au niveau international, puisque la matière première est maîtrisée à café, cacao, etc. Je crois que moi je reçois chaque semaine un coup de fil pour les acheteurs. Par contre, exporter un produit fini congolais sur un marché extérieur, c'est là où tout le problème commence. Et là-dessus, cet accompagnement devient impératif et nécessaire, mais aussi toutes les certifications et normes utiles qui doivent être mises à la connaissance des entreprises, des différents marchés pour pouvoir accéder et pouvoir exporter avec cette valeur ajoutée de la transformation des produits. Ça, je pense que c'est quelque chose dans lequel la FEC est très demanderesse, qu'on puisse avoir un maximum d'accompagnement et d'information sur ce sujet. Voilà, Excellence. La dernière série de 5. Merci, Excellence. J'avais des préoccupations dans le secteur de transport fluvial. Nous constatons que dans les ports à l'intérieur du pays, tels que Manaka et Kisangani, il y a des services de l'OCC qui font le contrôle des produits qui viennent par bateau et perçoivent $1 par tonne. Donc c'est pas la question, c'est pas normal, parce qu'il s'agit même de ciment, de barres, de matériel de construction, des véhicules. Donc il y a tout un service qui est là au niveau des ports en train de percevoir et faire le contrôle des marchandises. Un deuxième, c'est au niveau de l'agriculture. Le ministère de l'Agriculture, ils ont aussi des agents dans tous les ports ici. Et à leur tour, ils ont un service qu'on appelle service de quarantaine. Et ils sont là sur quarantaine, je crois, végétale, animale. Et là, ils sont là en train de percevoir, je crois, un montant de 4 à 5 000 francs par sac, soit des maïs, manioc, donc tous les produits agricoles qui viennent de l'intérieur du pays. Donc, et cela, on remonte que c'est un des faits qui fait augmenter le prix des produits agricoles en provenance de l'intérieur du pays, et aussi les produits manufacturés qui nous attendent à l'intérieur du pays coûtent cher par rapport à toutes ces difficultés des taxes. Merci. Merci beaucoup pour vos questions pertinentes. Comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le lancement de ce dialogue entre vous qui construisez l'écosystème important pour l'économie de la République et nous, le gouvernement. Et je dois vous avouer que le président de la République et Madame la Première ministre, ils m'ont donné de nouveau la responsabilité de prendre en charge cette question de la compétitivité de l'économie congolaise. Et pour ceux qui me connaissent, sans entrer dans tout ce que j'ai déjà fait, quand je suis sur un dossier, je pense que j'ai réussi quand même. Et la deuxième chose, c'est que les réformes rencontrent toujours beaucoup d'obstacles. Parce qu'il y a une mafia qui vit toujours autour de certaines pratiques. Et quand on veut mettre fin à cette mafia, évidemment, on a beaucoup de résistance. Hein? On a beaucoup de résistance et c'est le cas pour la République du Congo. C'est anormal
un pays 65 ans après l'indépendance ne doit pas continuer à assister ce qu'on observe. Quand vous allez dans d'autres pays, dès que vous approchez la frontière congolaise, vous commencez à oublier comment vous allez dépasser la frontière. Ça, c'est anormal. Alors que quand on devait aller chez soi, on devait se réjouir de rentrer chez soi. Quand vous voulez exporter un conteneur, vous commencez à vous dire, mais comment je vais faire? Comment je vais passer par tel service? Qu'est-ce que je vais donner pour que je passe? Non. Ces pratiques-là, on doit y mettre définitivement un terme. Je reviens de Kassoumbalé, ça, moi je n'avais jamais été à Kassoumbalé. Mais ce que j'ai vu là-bas, non, un État ne peut pas donner ce genre de situation. La même chose à Loufou, la même chose dans toutes les frontières. Et ça vous empêche, vous qui respectez effectivement les voies normales, d'être compétitifs sur le marché. L'autre passe par des voies détournées et viennent casser les prix sur le marché. Et vous qui avez payé normalement les frais de droit, vous ne savez plus vendre. Donc, moi, j'ai fait tous ces constats-là. Et je peux vous affirmer, Monsieur le Président, que je prends ce dossier en charge. Et j'ai été reçu par le président de la République lorsque je suis venu de Kassoumbalé, pour lui faire part de ça. Et il a dit, ces informations que vous me donnez, on me les a déjà données par la Fédération de la presse du Congo. Allez-y. Allez-y. Essayez un peu de casser l'appareil, transformer les choses pour qu'on change. On ne doit pas arriver en Zambie, tout est normal. Quand on dit au Congo, c'est les autres qui commencent. Non. Donc, rassurez-vous que nous avons prévu ces échanges pour que nous puissions ensemble faire le suivi de toutes ces réformes. D'abord, briser cette barrière de communication, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dont vous êtes bénéficiaires, mais que vous ne connaissez pas. Et les agents, lorsqu'ils sont en face de vous, ils ignorent toutes les réformes que nous avons déjà engagées et ils vous soumettent à des exercices. Et donc, nous allons mettre à la disposition de la Fédération toutes les réformes déjà engagées. Le 29 décembre de l'année passée, la Première ministre a lancé le processus de transmission électronique de l'alias documentaire pour que tout l'alias documentaire passe du système S1 que nous avons au guichet unique vers le système Sidonia. De façon à ce que, quand vous voulez importer, que la douane ne s'efforce de produire des produits sur des documents scannés, tout ça, parce que tout a été transmis électroniquement. Donc, toutes ces informations-là, on va essayer un peu de les mettre à votre disposition pour vraiment améliorer un peu nos pratiques comme gouvernement, pour ne pas être perçus comme si tous nous sommes complices dans ce qui se passe. Parce qu'in fine, tout cet argent qui passe entre les mailles ne tombe même pas dans les caisses de l'État. La plupart de cet argent tombe dans les caisses des personnes, des individus. Et l'État continue à avoir des problèmes. C'est pour ça que l'État, lorsqu'il trouve qu'il n'a pas de moyens, il se permet de vous coincer pour chercher des moyens dont il a besoin. Alors que s'il assainit le climat, il peut élargir l'assiette fiscale et percevoir l'argent sur un nombre important d'opérateurs économiques. Je reviens par exemple du Katanga sur la TVA. Là aussi on va porter la réforme. Il y a des producteurs congolais qui sont à Lubumbashi ou à Kowesi qui produisent les mêmes biens que les miniers importent. Mais les miniers disent ne peuvent pas acheter au niveau local parce que nous appliquons la TVA. Et moi j'ai proposé au gouvernement qu'on supprime la TVA pour ces entreprises congolaises, comme ça obliger les miniers à acheter sur les marchés locaux et ainsi accroître notre capacité, notre richesse. Et d'ailleurs là on va encore prendre beaucoup de taxes et d'impôts si on accroît notre capacité interne, qui peut compenser même la TVA qu'on aurait dû percevoir à l'importation. Donc ce sont des réformes, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, dans le système de la fin que nous sommes en train de former. Donc tout ce qui est cher, dynamiser les flux comme vous avez dit, hypertaxation, les frais portuaires, est-ce qu'il y a-t-il un plan national? C'est vers là que nous migrons. Nous avons déjà un plan stratégique de promotion des exportations et c'est la zone pour laquelle il a été créé la NAPEX. Donc je vois un des administrateurs ici dans la salle. Et nous avons demandé à la NAPEX réellement de faire son travail. C'est lui qui doit aider à promouvoir les exportations, à nous aider à identifier quels sont les obstacles
des exploitations congolaises pour que nos gouvernements puissent les lever à part des mesures soit légales, soit réglementaires. Et la Première ministre attend vraiment de ces échanges des propositions concrètes que nous allons soumettre au gouvernement. Madame, vous avez évoqué une question importante. Même au niveau du gouvernement, il y a cette absence d'appropriation transversale des réformes. C'est-à-dire chacun pense qu'il faut qu'il maximise beaucoup pour qu'il apparaisse devant le gouvernement comme ayant mobilisé les ressources. Mais ça ne passe pas. Donc ces réformes ici sont portées par le ministère du Commerce, mais à la fin, lorsqu'elles seront adoptées, elles vont être des réformes de l'ensemble du gouvernement. Pour que et l'agriculture, et les PME, et je ne sais pas les finances, et tous s'alignent sur les réformes. Et donc, cette communication aussi interministérielle va être importante parce que le dossier sera adopté d'abord à la Commission économique financière du gouvernement avant d'être adopté par le Conseil des ministres pour être coulé sous forme de décision du gouvernement. Et d'ailleurs, j'ai voulu que ceci ait lieu pendant ce moment où nous préparons le budget 2027 pour que tout ce que nous allons recevoir comme préoccupation de la FEC, nous puissions les intégrer dans les travaux d'élaboration de la loi de finances 2027. Comme ça qu'on voit en 2027 ce qui peut changer, parce que c'est difficile aujourd'hui de changer en cours d'exercice les règles des jeu, comme on va rappeler tout à l'heure. Mais je voudrais recevoir de la FEC des propositions concrètes par écrit sur ce que vous voulez que le gouvernement puisse améliorer dans la loi de finances qui arrive. Et je vais porter ces éléments-là parce que la conférence budgétaire a été lancée par le ministre de VPM du budget. Et donc, tous les ministères vont passer maintenant en train de présenter leurs prévisions budgétaires. Et c'est important que nous intégrions toutes les formes telles que vous les avez dit. L'huile de palme, le dossier est porté à la commission économique du gouvernement. Vous étiez invité. Donc, vous nous recommandez de les relancer rapidement et d'en faire les suivis. Pour le transport fluvial en Bandaké à Kisangani, madame de l'OCC, je pense que vous avez suivi. Je ne sais pas s'il y a un soubassement par rapport à la prescription de $1 par tonne. Pour la quarantaine, elle n'est pas là. 5 000 francs par sac. Madame de l'OCC, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Non, vos agents perçoivent $1 par tonne sur les bateaux qui font Bandaka, Kisangani et Kinshasa. Oui, c'est interactif. On est à la base. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je tiens à préciser, comme vous l'avez dit, j'apprécie votre mot d'introduction, vous avez dit que les efforts sont en train d'être entrepris pour améliorer la qualité non seulement de la collaboration, mais du service, tant au niveau des différentes structures et de l'OCC. Mais je tiens aussi à préciser également qu'au niveau des provinces, il existe des accords signés entre le gouverneur de la province et l'OCC. Ce qui implique que nous travaillons en collaboration et que nous tassons par rapport aux exigences et aux accords qui ont été signés entre le gouverneur et l'Office congolais de contrôle. Mais comme je l'ai dit au départ aussi, nous avons tous les éléments possibles si vous voulez que nous puissions vous transmettre des documents et des éléments précis qui nous permettent d'évaluer cette conformité-là. Nous sommes disposés à le faire et nous restons ouverts pour toute question et préoccupation. La question qui a été posée, c'est de savoir la légalité de cette prestation. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est rapidement d'appuyer vos services qui sont dans le secteur de Bandaka qui s'appelle sur cette prestation de 1 an. Vous savez, les agents en fait, ils profitent souvent de l'absence de suivi de toutes les autorités pour s'ériger en potentat à l'intérieur. Moi, j'ai été gouverneur pendant plusieurs années. Je sais que quand il n'y a pas de suivi, les gens agissent au nom des autorités alors que les autorités ne connaissent même pas. Et comme notre pays est tellement grand, vous allez vous trouver là-bas à Bikoro, là-bas, vous êtes un agent de l'OCC, vous êtes comme le DG de l'OCC. Et vous commencez à imposer pour que quelqu'un passe, il faut vous donner ceci.
Non, madame, il faut vérifier tout ça. On doit mettre fin à toutes ces pratiques. Parce que les agents sont payés chaque mois, encore ceux de l'OCC, ils sont bien payés. Parmi les agents de la République, ceux qui sont bien payés, en tout cas, sont des agents de l'OCC. Donc, ils n'ont pas de raison de tracasser la population parce que chaque mois, ils sont régulièrement payés. Et pour ça, on va remercier d'ailleurs pour avoir assuré la régularité du paiement. Donc, il ne faut pas faire une chose et son contraire. Donc, vous faites bien de payer les agents, mais vous les laissez continuer à tracasser. Il faut mettre fin à ces pratiques, comme ça on sait qu'au moins de cette réunion, il y a des recommandations, il y a des décisions qui sont prises, et on va les évaluer. Donc avant la fin de l'année, nous allons revenir encore ici pour faire un échange, voir est-ce que depuis que nous sommes passés, vous avez constaté quelques améliorations. Si ça n'est pas fait, vous nous dites encore, travailler sur ça et ça et ça. Et de façon permanente, on va le faire jusqu'au jour où on va se rassurer qu'on a assaini totalement notre climat pour que vous puissiez faire votre activité économique dans un environnement très sain comme dans tous les pays du monde. Et ainsi, on va attirer des investissements. Quand on signe des accords, ce n'est pas seulement pour les échanges de marchandises. Tous les accords que nous signons ont une section aussi de la partie investissement. Donc, il y a des gens qui veulent venir investir ici et avoir des partenariats avec vous à milliards et à millions de dollars. Alors, maintenant, quand ils apprennent que le climat n'est pas bon, chacun préfère ne plus venir en RDC et aller s'installer ailleurs. Donc, nous avons, nous, l'obligation vraiment d'assumer ce climat-là pour permettre que vous échangiez avec les partenaires. Et on est en train même de créer une banque de développement qui va commencer à octroyer des crédits à très long terme. Parce que financer notre économie avec les banques commerciales, ça va être difficile. Donc on est dans un procès avec le ministère des Finances. On a déjà commencé les travaux autour de la Première ministre pour avoir une banque de développement qui va lever des fonds au niveau international, peut-être à 2 ou 3%, et commencer à accorder des crédits sur 10, 15, 20 ans, peut-être à 5%, pour que vous puissiez structurer notre économie par des projets vraiment bancables. Ce sont des grandes idées qui sont développées au niveau de notre gouvernement, mais nous pensons que déjà l'année prochaine, on peut avoir les premiers signaux de la création de cette banque qui va commencer à financer notre économie de banque de développement. Il y a des expériences passées qui n'ont pas réussi. Nous sommes en train d'analyser pourquoi, par exemple, la banque de crédit agricole n'a pas marché, pourquoi la Sofidé n'a pas marché, pourquoi d'autres banques n'ont pas marché. Et ce sont ces expériences malheureuses qui sont en train d'éclairer la nouvelle démarche qu'on est en train de vouloir proposer au gouvernement pour vous rassurer que la RDC a 2 ou 3 banques de développement ou banques d'investissement qui vont financer à long terme notre propre économie. Je ne sais pas si on peut se limiter aujourd'hui à ça, à moins qu'il y ait une question spécifique. Sinon, si on termine tout aujourd'hui, c'est comme pour dire que je ne reviens plus. Il faut laisser la soif pour que ça motive une prochaine rencontre avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y a une question spécifique? Oui, je vois une main quand même levée. Bonjour, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs. Merci de me donner la parole. Aujourd'hui, je veux soulever 2 points problématiques liées à des pratiques que nous estimons irrégulières et exercées par l'Office de contrôle congolais, OCC. Premier point, l'importation des poissons congelés en haute mer. Dans ce cas, l'inspection avant embarquement qui relève du service VIVAC est matériellement impossible à réaliser. En conséquence, l'OCC effectue systématiquement le contrôle à l'arrivée de la marchandise. Ce même contrôle est déjà assuré par le ministère de la Pêche et de l'Élevage. Cette duplication des contrôles entraîne une double perception des frais administratifs, ce qui impacte inutilement le coût supporté par les opérateurs économiques. Deuxième point, le système d'échantillonnage appliqué par l'OCC au pôle. Souvent, selon les textes réglementaires, ce système d'échantillonnage a un caractère obligatoire pour les importations irrégulières. Mais on a constaté qu'il y a une pratique depuis des années et des années, toutes les importations, on force
l'échantillonnage et qui aussi crée un supplément de coût. Merci beaucoup. Madame, vous avez la parole. C'est pourquoi je suis dit avec vous pour que je ne sois pas seul à répondre. Merci, Excellence, pour la parole. Je vais procéder rapidement. Je tiens à préciser que l'OCC est évaluateur de conformité. C'est-à-dire, notre rôle, c'est la protection des consommateurs congolais. Donc, nous avons l'obligation, par les textes qui nous régissent, d'évaluer la conformité de tous les produits destinés à l'importation, à l'exportation, ainsi que la production locale industrielle. Et donc, il faudra bien faire la différence entre les services impliqués au niveau des frontières destinés à procéder à quelque contrôle que ce soit, parce que, comme j'ai dit bien, nous avons les textes. Si vous voulez, nous pouvons mettre à votre disposition même les statuts de l'OCC. Et n'oublions pas non plus que chaque évaluation de conformité, nous le faisons sur base des manuels de procédure qui existent au niveau de l'OCC. Donc, s'agissant effectivement même du prélèvement des échantillons, il existe des manuels de procédure qui nous permettent de savoir comment évaluer cette conformité, que ce soit en termes de procédure, de quantité, de qualité. Et comme je l'ai dit, je le répète... Madame, ne parlez pas en termes électroniques. Parlez à nous qui ne sommes pas de l'OCC. Il y a un problème. Importation de poissons, implication entre le ministère de la Pêche et OCC. C'est-à-dire, le ministère de la Pêche demande des frais, OCC aussi demande des frais, n'est-ce pas? À l'arrivée. La loi de commerce, on a changé la loi de commerce en 1974. On a ajouté le caractère obligatoire. Tout à fait. On respecte. Mais il y a des cas pratiques pour les importations des poissons en mode mer ou de vivac. Ils ne peuvent pas faire le travail pour protéger les consommateurs, bien sûr. Oui, allez-y. Merci, monsieur. Moi, je parle spécifiquement à l'importation des poissons et du fromage. Merci, monsieur le ministre. Moi, je parle spécifiquement pour le cas des importations des poissons congelés en haute mer. La loi, il donne le caractère obligatoire pour faire l'inspection avant embarquement de toutes les importations qui viennent vers RDC et on respecte. Mais il y a un cas particulier lié aux poissons congelés en haute mer où le mandataire vivac, il ne peut pas faire ce travail avant embarquement. Alors la loi est claire, qui donne l'obligation avant embarquement. L'OCC, selon nous, selon notre lecture, peut-être qu'il exerce un excès de pouvoir administratif et il oblige les importateurs de payer le frais de 2% à l'arrivée, plutôt que le vivac ne fait pas son travail avant embarquement. Et plutôt aussi, surtout, il y a le ministère de Pêche et d'Élevage qui joue cette rôle de protection des consommateurs, ils font leur travail. Alors c'est une duplication claire. Ça c'est un, et je veux profiter de votre présence. Deuxième point, le système d'échantillonnage. Ça c'est vrai, il y a un texte réglementaire qui oblige consignation et l'échantillonnage pour les importations irrégulières. Alors qu'on a échappé l'inspection avant embarquement. Mais pour les importations régulières, on ne trouve pas, ni selon les textes, ni qu'il y a une obligation pour faire l'échantillonnage. Parce qu'on fait l'échantillonnage de bonne foi, on suit le pratique, que selon nous, ce n'est pas légal. Et après, il vient l'OCC, il y a consignation, vous devez attendre le résultat. Et le résultat qui reste 2 mois pour sortir. Après lecture approfondie, on a trouvé que cette pratique d'échantillonnage, c'est seulement obligatoire pour les importations irrégulières. Et bien sûr, on va suivre les démarches avec l'OCC. Voici la proposition. Demain à 9h, Madame la DG, vous les recevez à l'audience. Comme ça, elle vous explique, vous entourez de vos services à charger des importations, des départements qui vont s'appeler ici. Et le laboratoire. Enfin, vous avez l'audience que le ministre... Demain à 9h. Comme ça, vous allez terminer le problème là-bas. Merci. Et après, dites au président de l'Afrique si vous avez des solutions. Il va me communiquer.
Bien noté. Moi, je suis pratique, c'est comme ça que je fonctionne. Excellent. Madame, demain, vous les recevez comme ça. On gagne le temps. Il peut y avoir d'autres éléments. Venez avec des cas pratiques. Bien entendu. Merci. Il y a une question. Voilà. Question spécifique. Question spécifique. On voulait lever la dernière. Merci beaucoup, monsieur le président. Utilise le micro. Grégoire Etumba, opérateur économique, membre de la FED. Je voulais un peu vous présenter une difficulté dans les provinces. En province, nous avons un problème sérieux. Les opérateurs économiques sont étouffés. Les opérateurs économiques sont étouffés. Nous constatons que beaucoup des expatriés continuent de vendre les choses en détail dans le marché et boutique. Alors, la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 serve le commerce détail au Congolais. Ma question est la suivante, monsieur le ministre. Quelles mesures concrètes votre ministère compte-t-il prendre pour faire respecter cette loi en province et dans quel pays? Merci. Merci bien, cher frère. Je pense que je vais porter votre question au niveau de mon collègue préfet de l'économie, qui a vraiment la responsabilité de cette matière. Les compétences étant d'attribution, si je commence à parler de ça, moi je commence à usurper les fonctions et le pouvoir des autres. Hein? Mais je sais que la loi est claire là-dessus pour distinguer qui peut faire quoi. Mais je vais faire parvenir la question au ministre de l'Économie économique, mais le président de la FED, il a dit qu'il peut avoir une partie des réponses à cette question. Moi, je m'empêche de prendre les responsabilités de répondre aux motifs sous peine d'être dans les attributions des divers peines. Oui, je voulais apporter un petit éclaircissement par rapport à la question posée. Je sais qu'il y a quelques semaines, le vice-premier ministre du service de l'économie avait signé un arrêté concernant l'exercice du petit commerce en République démocratique. Et au moment même où nous parlons, cet arrêté est en litige à la Fédération des artistes du Congo pour savoir si on peut amender certains articles et nous pouvons l'accepter. Donc j'ai pris les membres qui viennent de poser cette question et s'approcher de l'administration centrale de la FED et il trouvera que cet arrêté est déjà ici. Il ne date pas depuis des mois suivants. On va arrêter à ce niveau ici. On passerait la parole au président national pour le mot de et le protocole là pour la suite. Oui, merci, monsieur le rapporteur. Je voulais, une fois de plus, remercier l'excellence du ministre extérieur pour cette initiative qui appelle aujourd'hui, bien que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de membres qui avaient des questions à poser, qu'il y ait un contact direct entre la Fédération d'Armée du Congo et avec l'ordre militaire. Je voudrais bien suivre aussi en tant que femme de saluer votre volonté de vous inviter dans ce grand domaine de la fiscalité et parafiscalité. Parce que comme on l'a parlé avec vous en privé tout à l'heure, on peut parler aujourd'hui d'importer, d'exporter, mais si ces exportations-là sont étouffées déjà précisément, on va voir, étouffées par rapport au coût de production et par rapport aux taxes, impôts, comme je le disais, la fiscalité ou parafiscalité, appliquée aussi par les services de votre ministère. La fait qu'elle est disposée de vous accompagner, de travailler avec vous,
à la sincérité. Nous avons noté ce que vous avez dit, il y a la volonté. Je ne voulais pas que cette rencontre de ce matin soit seulement peut-être une rencontre de complaisance. Il faut qu'on sente demain que ce que vous avez dit, ça va commencer à se matérialiser petit à petit. Et vous serez vraiment les bienvenus. Vous serez un enfant chéri de la Fédération des entreprises du Congo. Jusqu'à présent, nous ne comprenons pas. Il y a plusieurs années, nous avons demandé auprès du gouvernement auquel vous appartenez qu'on mette en place pour les opérateurs économiques un guichet unique. Un opérateur économique qui amène son conteneur ou ses conteneurs au port de Matani. Si les conteneurs, ça va coûter $100 ou $10 000, et nous avons affaire au trésor public. Quelqu'un peut payer comme ça s'est fait dans d'autres pays de la sous-région. Il paye ces $10 000 ou ces $100 dans un guichet unique. Le reste, les trésors, les gouvernements, c'est comment il va rester fait. Ça sera un gain de temps économique. Nous parlons des années et des années. Je suis content aujourd'hui que vous vous invitez aussi à ce débat. Nous sommes déjà là-dessus avec Madame la Première ministre, avec les ministres du secteur, et vous vous ajoutez. Vous êtes les bienvenus. Et nous devons croire qu'avec aussi votre arrivée, vous vous ajoutez à l'équipe déjà qui existe. La Fédération des entreprises du Congo, les membres de l'Afrique trouveront des solutions aux problèmes qui posent. On ne demande pas trop, on ne demande pas la gratuité, mais on fait seulement que les choses soient simplifiées, que les choses soient aussi nous demandées de manière transparente. J'ai suivi tout à l'heure Madame la DG de l'OCC, a une vue s'opposer qui dit des fois il y a les accords entre l'OCC et les gouverneurs des provinces. Les gouverneurs des provinces et l'OCC se retrouvent dans un bureau. Ils décident sur les opérateurs économiques. Et ces derniers absents, ils sont là seulement pour exécuter les prix. Ça ne doit pas se passer comme ça. Voilà un peu en quelques mots que je voulais clôturer cette rencontre de ce matin. Vous êtes les bienvenus. Nous allons nous retrouver encore le jour qui vient et surtout les travaux en commission, parce que le temps, on ne peut pas parler de tout dans une réunion. Donc s'il y a des commissions qui sont faites, à ce moment-là, on peut avoir un jour pour l'OCC, un jour pour tel service, ainsi de suite. Et puis nous pouvons améliorer notre collaboration. Merci beaucoup à tout le monde d'être là. On fait confiance aux ministres et nous observons que les choses vont évoluer. Je m'excuse pour ma voix, vous avez compris qu'il y avait aussi beaucoup de choses à dire, mais la voix aussi me fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Fête. Excellences, Messieurs les ministres, avec l'expression, ma considération distinguée, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions publiques, Messieurs le Président de la Fête, Mesdames et Messieurs les chefs des entreprises, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous vous prions de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis à l'essor, unis à l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les privés, les lents, dans la paix, au peuple avant. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entouré, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer la méthode de notre souveraineté. Congo, donc béni, Congo, et salut Congo.
bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Je vous souhaite un excellent retour et une bonne continuation de vos activités. Une photo des familles. Et Il faut finir dans le